Donc, nous avons le plaisir de commencer cette journée avec un exposé de Jérémy Boutier, énumération de cartes planaires, des intégrales matricielles aux fractions continues. Jérémy, merci beaucoup. La parole est à toi. Merci. C'est quoi le chairman? Oui, j'ai 1 heure et demie, c'est ça? Une heure et demie, absolument. There is first a question to settle. Which language? Does anyone request that I speak English? Non, donc je parle en français. Oui, je pense que ça ira. Très bien. Et bien maintenant que ceci est fait, alors j'ai quand même fait mes transparents en anglais au cas où. Et alors je remercie les organisateurs pour leur invitation, les organisateurs présents, et aussi Guillaume Baracan, organisateur passé, qui m'avait d'abord invité en juin dernier, mais malheureusement j'étais malade et j'ai dû annuler. Donc, merci aussi de m'avoir remplacé au pied levé. Donc aujourd'hui, je peux vous donner l'exposé que je prévoyais à l'époque. Alors, à l'époque, Guillaume Baracan m'avait dit ah bah pourquoi tu ne parlerais pas bon, j'aurais pu parler de choses que j'ai fait dans les processus de Schur, mais il m'a dit pourquoi tu ne parlerais pas de cartes, parce que c'est ce que tu fais depuis le temps, tu as faire. Alors j'ai dit oui, pourquoi pas, j'ai peut-être des choses à raconter, peut-être j'ai des choses à raconter à des gens qui font des matrices aléatoires, etc. Mais en fait, je pense que c'est un peu un piège, parce que c'est quand même un sujet sur lequel j'ai travaillé depuis 25 ans maintenant. Alors il y a des choses nouvelles et des choses anciennes, et j'ai un peu du mal à choisir ce que j'ai envie de raconter. Et alors, bon, on va voir. Alors, j'ai beaucoup de choses à raconter. Voici le plan, je reviens dessus dans 1 minute. Il y a trop de choses pour 1 heure et demie, je pense. Alors, je vais parler de choses qui sont, bon, dans l'optique d'un mini-cours, c'était ce qu'on m'avait aussi demandé un mini-cours, de choses qui ne sont pas de moi, des résultats classiques, des résultats qui remontent à mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents scientifiques, notamment, peut-être un papier que vous connaissez, Brézin, Xixon, Parisi, Hubert, 1980. De mon ancien laboratoire à Saclay. Et puis voilà, j'ai grandi là-dedans, dans cette famille et dans ce monde-là. Donc il y a des choses que je sais par mon héritage, et puis des choses sur lesquelles j'ai travaillé personnellement. Donc je vais commencer par raconter des choses qui sont du folklore pour moi, enfin, que j'ai entendu quand j'étais enfant. Et puis je vais parler aussi de travaux que j'ai fait moi-même, d'abord dans ma thèse, et puis après, plus récemment, donc aujourd'hui avec Sophia présente. J'ai ici quelques-uns de mes collaborateurs et collaboratrices, Emmanuel Dieter, Marie Alban, avec qui j'ai travaillé sur un aspect, je ne parlerai pas aujourd'hui de fraction multicontinue, et puis aujourd'hui j'ai un travail avec Sofia Taricone. Et en fait, j'ai oublié aussi de citer mon autre directeur de thèse, Philippe Di Francesco, avec qui j'ai travaillé pendant ma thèse. Là, dans cette liste-là, c'était des travaux que j'avais fait après ma thèse. J'ai fait cet exposé en prenant un séminaire que j'avais fait récemment et puis en mettant toute une introduction sur la partie qui remonte avant. Donc voici le plan. Si je ne parle pas de tout, c'est pas grave. On va dire que c'est un menu. Donc si vous voulez entendre plus parler de certaines choses, je passerai plus de temps et d'autres, je pourrais les appeler, c'est pas grave. Je vais peut-être commencer par un peu quand même, ça, la partie obligatoire, ça va être de faire un peu une introduction de cartes. Ici, peut-être des cartes, on n'est pas dans le. Peut-être pas les objets les plus familiers pour vous, mais vous avez peut-être déjà entendu parler. Je ferai le lien avec les matrices aléatoires dans une deuxième partie. Il y a un petit point un peu lié à ça dont j'aimerais peut-être parler. C'est quelque chose que j'ai appris récemment en lisant les travaux de Timothy Budd, et qui est lié aux équations de Tutt, à l'hypothèse de ce qu'on appelait à l'époque l'hypothèse d'une coupure, qui a donné une très jolie preuve, je trouve, la meilleure preuve que je puisse imaginer de cette hypothèse, à l'aide de la factorisation du Markov. Je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui est bien connu. Et puis à la fin, là, c'est plus la partie séminaire à moi, où je vais parler de choses que j'ai faites en collaboration avec d'autres personnes. On va parler de bijection, la bijection CVS, Corey Vauquelin-Schaeffer, B pour moi, Francesco Guiter. Résultat de ma thèse, c'est peut-être le seul résultat que j'ai trouvé dans ma carrière. En tout cas, c'est mon papier le plus cité, c'est la bijection des BG. Et puis après, une application de ça, dans un travail qui à l'origine avait été commencé dans ma thèse, sur des questions de distance dans les cartes planaires aléatoires, des équations de différence intégrable et un lien avec les fractions continues. Et c'est là-dedans qu'il y a encore un peu de développement récent. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, qui a déjà entendu parler de cartes? Qui sait ce que c'est qu'une carte? Qui est capable de donner une définition précise d'une carte? Tout le monde? Alors, quand même, je vais quand même. Alors, en fait, les cartes,
On a plusieurs façons de les voir. Peut-être la façon que je vois aujourd'hui, c'est de dire bon, bah, c'est simplement des surfaces discrètes. On fait comme on ferait avec des petits. Je sais pas, vous savez peut-être faire un cube en prenant un petit bout de papier. Vous faites un papier. Ça. Là, vous recollez. Et là, vous avez un cube. Et bien, du coup, ça vous fait une surface. Donc, c'est un peu le point de vue par lequel je commence. Je dis, bon, bah, c'est une surface qu'on obtient en recollant des polygones. Donc, déjà, bah, vous avez plusieurs choses. Vous avez des polygones, ils ont des sommets, des arêtes, la terminologie. Et puis après, une fois que vous avez recollé votre surface, bah, vous avez une surface sur laquelle bah, vous voyez encore, d'un point de vue, on voit encore les sommets, les sommets et les arêtes. Un petit point important, c'est comme les polygones, ils sont homéomorphes à des disques, et ben, du coup, le graphe que vous obtenez sur la surface, bah, c'est ce qu'on appelle c'est un plongement cellulaire d'un graphe dans une surface. C'est-à-dire que c'est un graphe qui est dessiné sur une surface, de telle sorte que les composantes connexes du complémentaire sont écologiquement des disques. C'est pas n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, par exemple, si on était sur. Je vais risquer à faire un tort. Un des torts, c'est un peu sur. Non, mais voilà, vous voyez que ça fait un tort. Si je faisais juste un petit graphe comme ça, tout simple, ça ne serait pas un plongement cellulaire, parce que là, OK, à l'intérieur du triangle, j'ai un disque, mais à l'extérieur, je n'ai pas un disque. Je sais pas ce qui a un emprunt qui est comme un emprunt. Ça, c'est pas autorisé. Donc, pour pouvoir faire quelque chose comme ça, je suis dans un instant, il faut assurer la condition de la cellule. Donc, pour donner. Alors, ensuite, ce qui compte aussi, c'est que, bon, après, on pourrait imaginer qu'il y a une métrique dans les polygones, mais ce n'est pas tellement important. Après, on déforme les images, on regarde ça, on met le morphisme près. Donc là, bon, voilà, ce que je fais, c'est que je prends deux triangles et puis je les recolle bord à bord. Et puis, donc avec ça, j'obtiens une sphère. Et puis, en déformant un peu, voilà, vous voyez votre sphère là. Et puis, dessus, il y a un premier triangle qui est mon triangle bleu là au départ. Et puis, l'autre, je l'ai déformé et fait le tour de la sphère. Donc, le dessin que j'ai obtenu par déformation, c'est celui-là. Ça, c'est deux façons de voir un recollement. Un petit point, alors je liste des petits points auxquels je pense, c'est qu'en général, on fait l'hypothèse que les cartes sont connectées. C'est-à-dire que maintenant, quand vous avez plusieurs polygones, imaginons qu'on a plus de polygones, ben, il faut qu'on puisse passer de n'importe lequel à n'importe quel école par une chaîne de recollement qu'on compose. Ici, dans cet exposé, je considère uniquement des recollements qui sont orientables. Je ne fais pas de twist à des choses qui me permettent d'identifier les choses. On pourrait imaginer faire des surfaces non orientables. Et puis un petit détail, mais je ne sais pas si ça voit une importance, c'est qu'en fait, alors des surfaces, on peut faire des surfaces ouvertes et des surfaces fermées. Et je pense que le bon point de vue pour faire des surfaces qui sont ouvertes, c'est qu'il faut d'abord les fermer. Donc on prend des polygones et on fait vraiment toutes les identifications possibles des bords pour obtenir une surface fermée. Et puis après, c'est juste qu'on déclare qu'il y a certains des polygones qu'on a mis, mais en fait, on les réenlève à la fin et ça fait des trous. Donc on déclare que c'est des bords. Là, imaginons par exemple, on a envie de dire que ce polygone-là, c'est un bord. Là, vous avez obtenu une surface qui est un bord. C'est une sphère dans laquelle vous avez enlevé. Ça va, c'est clair? Donc voici un premier exemple d'identification. Et alors peut-être avec ça, on voit aussi que forcément, quand vous avez donné un ensemble de polygones, il y a un nombre fini de possibilités, puisque des recollements comme ça, je peux en faire qu'un nombre fini. Donc en fait, il y en a essentiellement trois équivalents. Il y a celui-là. Il y en a un deuxième, c'est que je reprends mon polygone, mes deux triangles, je colle comme ça, puis j'ai le droit aussi de faire ça et ça. Et là, bon, bah, il faut un petit peu se tordre la tête, mais quand vous avez pris votre triangle et puis vous avez recollé ce bord-là, bah, là, vous avez fait ça. Donc c'est en fait toujours c'est toujours un triangle en fait, mais avec un recollement. Vous voyez qu'il y a trois côtés. Et puis pareil pour les triangles. Et donc ça me fait une deuxième carte sur une deuxième carte sur la sphère. Donc, la première, c'était simplement là. La deuxième, c'est celle-là. Alors après, les couleurs, j'ai mis ça juste pour visualiser un petit peu, mais après, voilà, donc là, j'ai un premier graphe, plongement d'un graphe sur la sphère, plongement d'un deuxième graphe sur la sphère.
Et puis le dernier choix, c'est quelque chose qui n'est plus sphérique, donc le genre 1, on fait un recollement, on fait un croisement, faire des flèches comme ça. Et là, alors, comment on peut voir ça? En fait, peut-être la meilleure façon de le faire, c'est de dire, bon, bah, ok, j'ai juste recollé ça et ça, ok, j'ai fait un truc comme ça, et puis j'ai fait des identifications des côtés opposés. Donc, c'est un tore. Une carte torique avec des branchements. Si je devais me risquer à essayer de faire le tort comme on le fait parfois, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux triangles. Et un seul, alors, petite remarque, on va revenir dessus dans un instant. Dans les deux exemples précédents, on avait trois sommets. Et les différents sommets d'un triangle ne sont pas. Quand on fait des recollements, il y a trois sommets. Et là, maintenant, quand on fait des recollements, en fait, tous les sommets des polygones sont identifiés entre eux, il n'y en a plus qu'un. Et, et donc voilà le genre de choses qu'on a. Il y a un seul sommet, il y a déjà deux cycles contractibles, et pour faire un triangle, il y a un troisième cycle. Donc là, ça, il va passer en dessous. On va regarder. Parce que mon dessin est plus parlant, donc là-bas, c'est la même chose. Et donc ça vous montre qu'avec deux triangles, on peut faire trois cartes orientales. Donc, alors, ensuite, si vous avez déjà vu des exposés de moi, voici l'exemple plus typique que vous verriez dans nos exposés. Je commence en général avec ça dans son introduction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme remarque sur ce dessin? Bon, bah déjà, en fait, ça représente une carte qui est planaire. Une carte, la surface, c'est la sphère. Et moi, je travaille principalement sur les cartes planaires. J'essaye, mais je n'arrive pas encore à faire des cartes de genre plus élevées. Et, voilà. J'en parlerai quand même un petit peu. Peut-être au passage, ben, comment on détecte, c'est la remarque que j'ai fait à l'instant, comment on détecte le genre du cube. Ben, il y a la formule de l'air, c'est le nombre de sommets moins le nombre d'arêtes, le nombre de faces est égal à la caractéristique de l'air. Donc, si on se place pour des cartes qui sont connexes, c'est 2 moins 2G où G est le genre, qui est nul pour les cartes. Si vous prenez ces exemples, vous voyez que la relation est vraie, parce que ici, vous avez 3 sommets, 3 arêtes, 2 faces, caractéristique de l'air et 2, pareil ici. Mais là, ici, comme on vous l'a fait remarquer, il n'y a plus qu'un seul sommet, donc vous avez la baisser. Vous passez de caractéristique de l'air 2 à 0, c'est pour ça que vous êtes en champion. Et puis, alors, bon, si on dit ce truc-là, après, les cartes qui sont planaires, après, on ne s'embête plus à essayer de les faire sur la sphère. On les fait dans le plan. Là, j'ai projeté ma sphère dans le tableau. Faire ça, qu'est-ce que j'ai dû choisir? J'ai simplement dû choisir une face que j'ai mis comme face externe. Quand on dessine une carte planaire dans le plan, en fait, c'est le choix d'une face externe. Donc ça, c'est la première remarque que je peux faire. Des exemples typiques, les hypothèses implicites que je fais quand je travaille avec les cartes. Une autre, c'est qu'en fait, la carte que vous regardez, c'est une calcomulation. Toutes les faces sont 2V4, le nombre de côtés. Et par contre, bah, vous voyez que vous avez ces choses-là, mais c'est déjà vu aussi sur cet exemple-là. J'autorise les. Alors pour les calcomulations, il ne peut pas y avoir d'arrêt. Il ne peut pas y avoir de boucle, mais par contre, il peut y avoir des arrêts multiples. Ici, là, c'était une triangulation, et des triangles, on peut faire des boucles, etc. Donc, en fait, les graphes qu'on regarde, c'est plutôt des multiples. Hein. Et, en fait, c'est le bon point de vue qu'il faut avoir sur les cartes. Okay. Ensuite, dualité. Quand on a une carte, on peut lui associer son dual, c'est une construction que vous connaissez peut-être. C'est une carte qui a le même genre, et en fait, ça revient juste à échanger le rôle des sommets et des faces. Et donc, du coup, par exemple, les cartes duales et les cartes d'angulation, on appelle toutes les façons de 2 4, là, c'est des cartes régulières, cette fois, c'est les sommets qui sont 2 Bon, voilà, la construction standard dans laquelle on fait une carte. Bon, là, on a une carte qui est en rouge avec des couleurs. Sa carte duale est représentée en pointillé vert. Ce qu'on fait, c'est qu'on met un sommet de la carte duale pour chacune des faces de la carte de départ. Et puis pour chaque arête, on passe en quelque sorte une arête perpendiculaire qui va relier les deux sommets.
Et ça vous fait en fait une involution sur l'ensemble de l'écart qui va échanger en fait le rouge du passe. Et puis alors, peut-être, à un certain point de vue, le point de vue de la dualité, c'est une autre façon de relier le point de vue des collements polygones à celui des graphes plongés. Parce que si je reviens sur l'exemple précédent, en fait, quelque part, le graphe des recollements, on fait ça, c'est essentiellement le graphe de. Ça, c'est pas notre cas. Bien. Continuons. Alors, je vais parler encore d'un dernier point de vue sur les cartes que je vais citer peut-être pour fidèle à la personne qui était là avant moi, et donc là plutôt de l'aspect combinatoire. Peut-être en particulier, alors quelqu'un qui a été ici pendant très longtemps, c'est Robert Corry, qui a beaucoup travaillé sur la situation combinatoire, ce qu'on appelle les cartes combinatoires. Et c'est un codage des cartes, en fait, une autre façon pour de les voir, c'est avec des permutations. Je ne sais pas si tout le monde connaît ça, ou est-ce que c'est bien que je le rappelle? Je le rappelle. Donc, comment on fait? Donc, on a des cartes avec. Alors, on prend une carte qui a n arêtes. On va le coder avec des permutations, il y en aura plusieurs. Des permutations qui auront 2 fois le nombre d'arêtes. Parce qu'en fait, les éléments des permutations, ce n'est pas les arêtes, mais ça peut être soit les demi-arêtes, mais ça peut être aussi, alors peut-être le point de vue qu'on utilise aujourd'hui, c'est celui des points. C'est les secteurs qui sont délimités par le tour de. En fait, c'est des incidences entre un sommet et une face. Et on va les étiqueter avec des entiers de 1 jusqu'à 2n. Si j'ai une arête, ici j'ai une carte avec 3 arêtes. Voilà. Et alors je mets des numéros, puis là j'ai mis une numérotation arbitraire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et puis là, on va pouvoir définir 3 permutations. La première, c'est la permutation sigma, la permutation des sommets. Elle dit juste que quand vous regardez autour de ce sommet-là, vous faites 1, 2, 3, il y a une égale orientation 4, 5, 6. Donc la première permutation, c'est sigma. Elle est faite de 2 cycles, deux cycles de longueur 3. Et donc, en fait, les sommets sont bijections avec les cycles de la permutation. Si j'utilise la représentation cyclique. La deuxième permutation, c'est la permutation des arêtes alpha. Elle vous dit, en fait, sur une arête, elle vous colle les arêtes. Alors, il y a une convention qui est là. Et cette permutation alpha, elle a la propriété qu'en fait, c'est une involution sans point fixe. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il doit y avoir un nombre pair de points. C'est-à-dire que si vous avez un point numéroté i, et bien, elle vous dit que si vous prenez autour de ce point, il y a une arête qui se trouve dans cette direction-là, et bien ça copine, ce partenaire. Le point de l'autre côté, c'est alpha de i. Donc on identifie comme ça. Donc, par exemple, 2 va avec 4, et puis après, si vous prenez le truc, vous voyez que 1 va avec 5, 3 va avec 6. Et puis la dernière permutation, c'est la permutation des faces. C'est vous dit essentiellement quand vous tournez sur une face dans un certain sens. Alors là, je ne peux pas vous dire lequel, hein, lequel des faces de 2 à 2. Elle vous dit les points que vous lisez en retour d'une face. Donc là, ça fait 1, il est dans la même face que 6, 3 et 4, et 2 et 5. Là, en fait, c'est aussi une permutation qui n'a que des cycles de longueur 2, mais c'est à cause de mon raison. Et puis, une remarque importante, c'est qu'en fait, il y a 3 permutations, mais en fait, c'est une redondance. Le produit des 3 fait identique. C'est la première des contraintes qu'on voit, c'est que le produit des 3 permutations, c'est identique. La deuxième chose que j'ai dit, c'est que alpha, si on veut que ce soit une carte, c'est une involution sans point fixe. Et alors, il y a un point de vue qui consiste des notions généralisées de carte où on enlève cette condition. Et alpha, donc ça veut dire quelconque, ça va jouer un rôle complètement symétrique aux autres. Alors, peut-être une petite remarque, c'est que déjà on voit en fait que sigma et phi dans cette représentation-là jouent le même rôle. Parce que la dualité, c'est quoi? Et vous avez ce couplet sigma alpha phi. Et on a vu que le produit, ça fait l'identité, mais en fait, si vous inversez ça, c'est toujours l'identité, ça échange l'ordre des facteurs, et donc en fait, la dualité, tellement c'est passé, alors il y a plusieurs façons de voir, mais c'est passé à échanger l'ordre du produit, prendre l'inverse du produit. Donc alpha moins 1, qui est la même chose que alpha, qui est moins 1. En fait, on remplace sigma par phi moins 1, et phi par sigma moins 1, parce qu'on a juste inversé le champ en force, mais ça c'est clairement une évolution sur l'ensemble du triplet.
sigma alpha phi qui vérifie le fait que le produit est plus bon. Et ça préserve le fait que alpha est une évolution sur le point fixe. Si vous enlevez la condition que alpha doit être une évolution sur le point fixe, il y a une autre involution qui consiste simplement à faire une permutation circulaire de sigma alpha phi. Et donc, ça vous fait la symétrie maximale entre. Si on réfléchit à ce que ça veut dire en fait que si vous enlevez la condition que alpha n'est fait que de deux cycles, ça veut dire que les arêtes, elles peuvent relier plus de deux sons. Elles peuvent relier ou un seul d'ailleurs. Là, le fait que ça soit une révolution classique, on est juste en train de dire qu'une arête, elle doit relier deux points. Enfin, sinon, deux points. Si on enlève cette condition-là, on peut mettre plus de deux points. Et donc, c'est en fait lié à la notion d'hypergraphe. Et comme un peu plus naturel, un peu plus général, il y a plus de symétrie. Les derniers points, quand on veut faire des cartes qui sont connexes, en fait, il y a une contrainte, c'est que ces trois permutations, enfin, deux d'entre elles suffisent, elles génèrent un sous-groupe transitif de F2M. C'est ça la condition de connexion. Voilà. Et donc, c'est dans le jargon. Alors, parfois, on dit, alors, moi, j'ai dit c'est le triplet. Il y a des gens qui disent, puisque phi est déterminant en fonction de sigma alpha, je veux dire, c'est juste la paire sigma alpha. Et les gens appellent les cartes combinatoires. Et si j'insiste sur le fait que c'est des cartes qui sont étiquetées sur les champs. Alors, avec ça, donc, on peut être un peu plus, faire un peu proprement de l'énumération. L'énumération de cartes, c'est un peu les préliminaires qu'on peut faire. C'est qu'en fait, donc, là, je vous ai donné une définition combinatoire de ce que sont les cartes étiquetées. Et puis maintenant, on va essayer de désigner les étiquettes, puisqu'après tout, on est sans étiquettes. Et on se rend compte que sur ces triplets, sigma, alpha, phi, le groupe symétrique, il va agir par l'action par conjugaison. Et ça, juste intuitivement, ça veut dire qu'on est en train de réétiqueter, regarder toutes les façons de réétiqueter les arêtes. Et bon, après, c'est une approche qui est assez standard en combinatoire énumérative. Donc, ça permet de passer des graphes, enfin, ici, des cartes qui sont étiquetées, des cartes non étiquetées. On dit que les cartes non étiquetées, c'est les orbites des cartes étiquetées sous l'action de S2N. Et cette notion-là est liée à. Peut-être, je ne sais pas, je suis peut-être en train de rentrer dans des détails techniques, je ne sais pas si c'est particulièrement intéressant. Bon, il y a un argument assez standard, c'est que la taille des orbites est liée par le théorème de l'orbite stabilisateur à la taille du groupe d'automorphisme. C'est-à-dire qu'étant donné une carte étiquetée, si je reprends cette carte étiquetée, je peux chercher toutes les permutations toutes les façons de renuméroter les points qui laissent qui redonnent exactement la même carte combinatoire, qui laisse le triplet invariant, le stabilisateur par l'action de conjugaison. Et donc voilà, et donc là il y a un nombre, c'est ce qu'on appelle le nombre d'automorphisme, ou dans la littérature, c'est ce qu'on appelle aussi le facteur de symétrie. Et voilà. Alors peut-être je devrais donner. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? C'est intéressant pour l'énumération, c'est que vous reconnaissez ça. En fait, je peux prendre, par exemple, je vais prendre une certaine carte non étiquetée. Je vais l'appeler M bar, pour dire que c'est une classe de cartes étiquetées. Eh ben, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que je l'écris un peu différemment, le nombre le cardinal de M bar doit être donné par c'est la taille d'une orbite, et le théorème orbite stabilisateur dit que ça doit être la taille du logiciel, divisé par la taille. Ça, c'est vrai déjà. Comment ça va? Vous l'approuvez. Et alors, quelle est la conséquence de ça? C'est qu'en fait, après, ce truc-là, quand on va avoir des identités comme c'est de l'énumération, c'est que ça, en fait, on va plutôt l'écrire comme étant la somme de 1 sur M dans M bar. Où M, ça, c'est
Par M, je veux dire une carte éditée. Une carte éditée, une fois, c'est une façon d'éditer les arêtes de l'ombre. Okay. Et voilà. Et donc, ça, c'est peut-être une formule qui va resservir dans un instant. C'est quand on va avoir une somme sur les cartes étiquetées, on va faire apparaître des sommes sur les cartes étiquetées de 1, coefficient 1. Et ce qu'on peut penser, c'est qu'en fait, on va pouvoir remplacer cette somme sur. Il y a peut-être trop de symétrie là-dedans. On va essayer de regrouper l'ensemble des cartes qui sont dans la même classe. Et donc, ça va pouvoir se faire, mais au prix de compter avec une multiplicité qui est 2n factorielle sur le groupe. Donc, ça va venir peut-être dans une formule qui est écrite juste après. Et un petit point qui est crucial dans les cartes connexes et qui explique pourquoi on regarde les cartes qui sont enracinées. C'est un petit exercice. C'est que si maintenant on ne veut pas le groupe S2n tout entier, mais on veut essentiellement S2n-1, on prend le groupe de S2n qui fixe l'élément 1. Donc ça veut dire qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire intuitivement? Ça veut dire que dans votre carte, vous allez fixer un des points. C'est ce qu'on appelle l'enracinement. On va regarder une carte. Donc là, par exemple, on va distinguer un des points. Alors, ici, là, je pourrais dire en fait, la façon de marquer les points, ici, tout est équivalent. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, vous pouvez marquer un point ici, ou marquer un point là, ce n'est pas la même. Et maintenant, on va essayer de numéroter on numérote les sommets de cette carte étiquetée avec la contrainte que le sommet que vous avez marqué, il a le numéro 1. Et bien là, je dis que ça trivialise le carte connexe. J'ai peut-être oublié de préciser qu'il y a une hypothèse de connexité, c'est important. Et ben, le groupe d'automorphisme maintenant devient égal à 1. Il n'y a que l'identité qui fixe ma carte combinatoire. Si je demande à ce que je conjugue, mais avec un élément, avec une permutation. Et ça a une conséquence qui est utile, c'est qu'en fait, ça va permettre d'enlever ce facteur là qui nous embête. Je ne sais pas marche, mais voilà. Le message de ça, c'est que voilà, il n'y a pas de symétrie sur les cartes qui sont enracinées. Peut-être c'est écrit ici. C'est que du coup, là, il y a la correspondance qui est simple. Peut-être c'était ça, voilà. Donc là, pour une carte non étiquetée, la taille de la classe varie. Elle dépend du nombre d'automorphismes. Et si je prends maintenant une carte, une nouvelle carte M, on va mettre une flèche pour indiquer que ça, une carte non étiquetée enracinée. Et maintenant, on fait ça. Et bien, la taille de sa classe, indépendamment de la carte. Et donc, on fait la même chose. Maintenant, on veut faire cette somme-là, somme sur les cartes étiquetées qui sont dans cette classe là, de 1. C'est tout ça. Je vais revenir là-dessus. L'intérêt de cette remarque doit peut-être apparaître transparent. Ok, alors maintenant, j'ai dit que je parlais d'énumération de cartes. Je n'ai pas dit que dans ce monde des cartes, je ne parle que d'énumération. Je ne vais pas vraiment parler des cartes aléatoires, mais vraiment seulement à la fin. Donc, on fait du comptage de cartes. Et là, je dois commencer par cette introduction. Je dois parler la première personne qui a énuméré les cartes. Le premier héros, c'est William Putt. Et il a donné, par exemple, une jolie formule pour le nombre de cartes enracinées avec n arrêt. Ou de façon équivalente, c'est le nombre planaire. Le nombre de cartes planaires enracinées avec n arrêt. Ou de façon équivalente, le nombre de quadrangulations planaires avec n faces, qui est égal à ce joli nombre, 2 fois 3 puissance n sur n plus 2, n plus 1, coefficient binomial central. Et quand on fait la combinatoire, on a mieux l'écrire sous cette forme-là, on fait apparaître les nombres de catalans. On a cette belle formule. Alors, une petite remarque, c'est pourquoi j'ai dit que c'était soit le nombre de cartes planaires enracinées avec n arête, ou de façon équivalente le nombre de quadrangulations avec n face, c'est qu'il y a une disjection évidente en un sens entre les cartes à n arête et les quadrangulations multiparties
à n face et ça marche en tout genre. Qui connaît cette objection? Ok. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste à, on va prendre des exemples d'avant. C'est des Ça consiste, c'est un peu comme la dualité, c'est qu'on va, on va rajouter des sommets. Il faut que je fasse un sommet externe. Et ensuite, je relie, j'ai une carte avec d'autres couleurs, puisque j'ai des belles couleurs. Je relie les sommets de la carte de départ au sommet du haut quand il y a des incidences. Et donc, là, alors, je vais faire avec des pointillés. Vous imaginez qu'il y a un sommet à l'infini, symétrique, comme ça. Et puis là, c'est pareil. Là, par exemple, on va relire ici, là, parce qu'il y a 2 points. Et puis, bon, là, je vais faire le truc ici. Je relis comme ça, comme ça, comme ça. Je regarde la carte qui est comme ça, et qu'est-ce que je vois en fait, c'est que c'est une quadrangulation. Parce que si on regarde ce qui se passe autour d'un. En fait, ces faces sont de la forme. On pourrait faire ça aussi ici. Il y a des sommets de la carte. En fait, on prend une arête de la carte de départ, une dessinée en blanc. Elle relie 2 sommets de la carte de départ, et puis autour, on met 2 sommets du haut. Je relie comme ça. Donc, vous voyez, ma carte orange, elle est faite de carrés. Et qui plus est, elle est bipartie, en fait. Alors, dans le genre 0, ça ne fait pas de différence. Une quadrangulation planaire est toujours bipartie, mais en fait, en genre supérieur, ce n'est plus nécessairement le cas. On revient dessus dans un instant. C'est une hypothèse supplémentaire. Donc, en fait, cette quadrangulation est bipartie. Il y a un sommet sur 2 qui correspond à un sommet de carte de départ, et un sommet sur 2 en alternance, un sommet dual de départ. Donc, il y a une bijection statistique, et vous voyez que tu l'arrêtes, tu donne une phase de la quadrangulation. Donc, après, voilà, les rangements de 0. Une quadrangulation, ça a toutes ces phases, c'est un KPP de carte qui a toutes ces phases de degré pair. En genre 0, c'est équivalent en fait d'être biparti. Parce que en genre 0, le fait d'être biparti signifie que tous les cycles ont des longueurs paires. Tandis que la contrainte d'avoir des faces de degré pair dit que tous les cycles contractiles ont des longueurs paires. En genre 0, tous les cycles sont contractiles. Donc tous les cycles ont des longueurs paires, tandis que en genre 1, c'est un cycle non contractile. L'autre résultat, en fait, de façon un peu étonnante, ce résultat est en fait un corollaire d'un résultat plus général qui a été obtenu avant. C'est la formule des slicing de Tutt de 1962. Un problème plus général, on essaie de compter essentiellement le nombre des cartes et on se donne, par exemple, ça peut être les sommets ou les faces, là, si je formule avec les faces, j'essaie de me donner les degrés de toutes les faces. Donc, je me donne pour petit angle 1. Alors, je suis dans quasi partie, donc je n'ai que des phases de degrés pairs. Et j'essaye de trouver le nombre de cartes planaires enracinées qui sont faites avec F1 phase de degré 2, F2 phase de degré 4, 3 phases de degré 6. Il y a une jolie formule qui peut apparaître ce produit avec des positions binomiaux. Et puis, devant, il y a un préfacteur qui apparaît. Alors, en fait, E, c'est donné par le nom d'arrêt. J'enseigne en L2 qui s'appelle le lemme du poignet de main. Voilà. Le nom d'arrêt, c'est ça. Donc, en fait, bon, je l'ai mis ici pour ça. Et puis, si vous voyez que vous avez 1 moins F plus 2, en fait, c'est juste le nom du sommet. Il y a cette très belle formule. Alors, il l'a obtenu par une méthode un peu compliquée, un peu surprenant, mais en fait, maintenant, on connaît les trois objectifs de ça. Et puis, on retrouve le résultat précédent en prenant juste le cas des quadrangulations, c'est-à-dire qu'on prend juste F2 égale N, que des phases de degré 2, tous les autres phi sont nuls. Donc, E égale 2, c'est ça pour donner la formule précédente. Si vous voyez que vous avez le 3, pour I égale 2, ça fait binomial 3, 2, ça fait le 3 puissance de la formule précédente. OK. Je fais un peu de pub. On a, dans un papier, il y a 2 ans maintenant, avec Manuel Litter et Grégory Namon, on a fait une généralisation, on a donné une formule qui généralise la formule du slicing, mais cette fois pour des cartes qui ne sont pas forcément biparties. Alors c'est moins joli, et on a obligé de mettre devant tout ça une espèce de grosse somme un peu horrible. Je ne prétends pas qu'elle est super cette formule et qu'elle est complètement révolutionnaire, parce qu'en fait, on aurait sans doute pu la trouver à partir de résultats qui sont dans la littérature. Il faut faire de l'inversion de Lagrange à 2 variables, etc.
L'intérêt de notre approche était l'objection. En fait, l'objection à la fin. Donc là, j'ai fini cette partie d'introduction. Alors, donc maintenant, je vais essayer de faire le lien avec peut-être des choses que vous connaissez ou que vous connaissez pas. Pour faire le lien dans le GDR méga, les intégrales de matrice et de limite grand M. Alors, je crois qu'il faut que je commence par un avertissement. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin-là de la fin du 19e qui s'appelle Un dîner en famille. À l'époque, ça parlait de l'affaire Dreyfus. Donc, ici, on a un jeu de dîner. Les gens font très bien, puis ils se mettent à parler du sujet qu'il ne faut pas, puis voilà, ça c'est pas très mal. Et ça, c'est moi qui, si quelqu'un vient me dire que c'est pas rigolo ce que tu fais, Jérémy. Voilà. Bref. Donc, peut-être pas en dire trop long là-dessus. C'est malheureusement encore aujourd'hui, il y a des choses comme aussi par mon parcours, le fait que je suis parti de la physique théorique et maintenant je suis dans le maths. J'ai un point de vue assez nuancé sur la question. Et là, je dois dire, voilà, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Là, j'ai vu cet été, juste avant l'été, il y a eu un article, je connais, que vous connaissez peut-être, qui ont fait un truc sur les modèles à deux matrices et application au modèle Ising. Et ils ont dit dans leur abstract, nous donnons une preuve rigoureuse du diagramme de phase du modèle Ising qui avait été obtenu de façon complètement non rigoureuse par Kazakov. Bon, eh ben, je pense que ces personnes-là ne connaissaient pas la littérature de combinatoire en particulier, et qu'en fait, il y a des travaux de Kevin Schaeffer, après j'ai fait des choses aussi là-dessus, qui en fait, depuis 20 ans maintenant, je pense qu'il n'y a plus de questions sur le fait qu'on connaît les diagrammes de phase du modèle Ising et l'énergie libre du modèle Ising. Et en fait, c'est écrit vraiment dans le papier de Gilles et Mireille, qui disent, bon, on montre que la série a une fonction de partition, c'est une chaîne matrice, c'est algébrique, voilà. Et puis après, maintenant, si on veut faire regarder des singularités, des choses comme ça, c'est de la routine. Ils ne le font pas. Statique pas à le faire. Voilà. Mais c'était connu. Et donc, à force de vouloir faire des choses rigoureuses, etc., on peut louper certains points de vue. Et je pense qu'en fait, le papier qui est sorti fait quelque chose de techniquement extrêmement fort. Je pense que c'est les problèmes de Riemann-Hilbert, ça va dans tous les sens. Mais après, je trouve que ce n'est pas très honnête de vendre comme application. Alors, soit c'était l'ignorance, soit c'est de la malhonnêteté, de vendre comme application le fait de faire une preuve rigoureuse à un résultat assez physicien, un peu forcément. Non, voilà. Donc, voilà. En résumé, soyez soigneux, modeste, etc. Quand vous dites que vous faites quelque chose de rigoureux par rapport à souvent des gens qui ne disaient pas rigoureux. Si personne, parfois, si c'est pas rigoureux, c'est que personne s'était fatigué à le faire, mais peut-être c'était un fait clair pour y compris pour les auteurs initiaux du papier. Bon, maintenant, ma position à moi est un peu intermédiaire, et c'est ça que je vais développer dans la suite de cet exposé. C'est que les méthodes de matrice aléatoire, moi, je ne fais pas vraiment de matrice aléatoire. Pour moi, c'est une intuition. C'est une intuition qui me permet de donner un moyen des méthodes pour compter les cartes. Et parfois, eh ben, on va pouvoir oublier les matrices et on va pouvoir transformer ces intuitions en preuves purement combinatoires. Il n'y a pas de question sur si c'est rigoureux ou pas, c'est rigoureux. Et c'est des méthodes de calcul, des choses comme ça. Et parfois, il faut deviner. En fait, j'en fais une partie de mon travail, c'est de convertir ces intuitions Voilà. Alors, je vous donne l'intuition, justement. Mais peut-être, je ne sais pas, peut-être est-ce que vous vous sentez insulté si je raconte ça dans ce groupe de travail, parce que c'est vraiment. Vous connaissez tout le monde connaît ça? Ou il y a des gens plus? La question, c'est est-ce que je parle 1 minute ou 3 minutes de ça? 1 minute. Alors, vous savez bien que quand on. Vous savez bien que quand on a une matrice qui est distribuée sur l'ensemble de dossiers unitaires, elle est définie comme ça, comme ça. Un petit exercice pour ceux qui s'ennuient vraiment. Voilà, vous calculez ça, vous montrez que c'est égal à ça. Okay. En fait, on peut interpréter ça comme ça. En fait, c'était les mêmes graphes qu'on avait ici. Pourquoi 12 c'est la plus des facteurs de symétrie, des choses comme ça.
Plus généralement, bah, si je prends des valeurs moyennes de produits de trace, ça va faire des cartes qui ne sont pas forcément connexes, avec des sommets de degré K1, de K4N, etc. Puis là, on voit que la puissance de N, c'est, dans le cas précédent, en fait, pourquoi il y avait des 1 et puis des 1 sur N2, c'était, si on compte bien ce que ça voulait dire, c'était le nombre de faces, mais le nombre d'arêtes. Et donc, c'est aussi le nombre de la caractéristique de verre, moins le nombre de sommets. En fait, je peux mettre n puissance la caractéristique de l'air en multipliant tout par n puissance de l'air. Un exercice, si vous voulez, c'est quelque chose un peu au propre. Je prends une collection de variables formelles. L'exercice du gros, c'est que vous prenez le lemme de Wick, j'ai appris qu'il y a des personnes qui l'appelaient le théorème du service. Et puis une formule qui vient de la combinatoire, qui est qu'en fait, si vous prenez la série formelle somme des GK de puissance 4K, ou l'exponentielle, en fait, c'est la série génératrice exponentielle des permutations, où les GK vont créer ici. Donc là, cette formule-là, vous la connaissez elle est dans Stanley, je pense. Okay. Je prends cette belle formule et dedans, je vais remplacer mon GK par GK charge de n puissance K. Je vais mettre un n devant pour la peine. Et je vais prendre la valeur moyenne par rapport au GE de ça. Et bien, c'est un petit exercice de voir, si je ne me suis pas trompé, que ça va vous faire exactement cette somme-là. Alors, c'est une série formelle en Z. C'est une série exponentielle. Là, je me suis tapé au départ. Et vous allez trouver la somme sur les cartes. Alors ici, j'appelle ça GN map, c'est les cartes qui sont potentiellement non connexes, étiquetées, avec n arrête, n c'était le paramètre n. Et en fait, vous voyez qu'en fait, pour des parité, dans cette somme-là, les termes n impairs disparaissent. Quelle est l'astuce de ce calcul? C'est qu'en fait, le 8, ça me dit que vous avez une somme, ça vous fait une somme sur les involutions de point fixe. On va utiliser le fait que si vous avez, donc, pour un modèle gaussien, si vous avez vous calculez l'espérance de x1 à xn, ça va être la somme sur les alpha involutions sur point fixe. Essentiellement le produit sur les cycles de la permutation. Comme ça peut de façon impropre si la faille. Donc ça, c'est le premier truc. Et vous voyez qu'avec ça, avec vous allez trouver la somme sur les involutions. Et puis la deuxième chose, c'est qu'en fait, ici, j'ai fait apparaître une somme sur les permutations, ça va être le sigma des cartes combinatoires. Donc, le truc, c'est qu'après, quand je veux écrire le produit des traces de M en KI, ou KI, ça va être de la permutation. Je vais essentiellement l'écrire, la longueur de la permutation, je vais l'écrire là, une somme comme une somme sur une permutation sigma de type K de produit DMI puissance. C'est très direct de voir que du coup, avec ça, vous avez une double somme sur des alpha et des sigma. C'est juste la somme pour les cartes combinatoires. Vous récupérez la bonne puissance de n, la caractéristique de l'air, et puis les longueurs des cycles. Voilà, et tout ça, c'est formel. C'est formel, vous trouvez une série formelle en Z, dont les coefficients sont des polynômes de Laurent en N. Il y a des puissances de N positives et négatives à cause de l'opérant. Donc, voilà. Donc, résumé, cette espérance, vue comme une série formelle, et puis je fais agir l'espérance sur coefficient par coefficient, c'est la série génératrice potentielle des cas combinatoires potentiellement. Et puis maintenant, si on passe au logarithme formel, pas de souci, on va trouver ça veut dire en fait, le standard, ça veut dire qu'on va passer aux cartes qui sont connexes. Une carte disconnexe, c'est un ensemble de cartes non connexes. Alors, vous allez trouver ceci, vous allez trouver une somme, et puis on va regrouper ensemble les cartes qui sont en fonction de leur caractéristique de l'air. Et là, comme la caractéristique de l'air d'une carte connexe est 2 moins 2G, où G, c'est le genre qui va de 0 à l'infini, j'ai cette forme-là. Où FG, c'est la génératrice des cartes
étiqueté connexe de janvier. Donc, voilà, cette expression. Et c'est là peut-être que je peux réutiliser, si ça me déjà écrit, si ça vous change. C'est là qu'on pourrait utiliser la remarque qui a été faite avant. C'est-à-dire que le 1 sur L du deuxième factoriel, ici c'est une somme sur les cartes qui sont étiquetées, mais je peux remplacer dans cette somme, je peux regrouper ensemble les cartes qui diffèrent par un étiquetage. Et vous voyez que du coup, il est multiplié par 1 sur le deuxième factoriel, donc le deuxième factoriel, il est là. Et donc quand vous faites la somme, vous allez comme vous voyez partout dans les papiers, vous allez trouver la somme sur le nombre d'automorphismes. Et deuxième option, c'est de passer aux cartes enracinées. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous rendez compte que là, donc, on va regrouper ensemble les cartes combinatoires qui correspondent avec le même cartes enracinées de l'autre côté. Et là, du coup, le nombre de termes, c'est 2n moins 1 factoriel. Donc, ça n'enlève pas complètement le deuxième factoriel, mais ça remplace par 1 sur 2n. Donc, en fait, cette somme-là, vous avez somme des n puissance 2n sur 2n par factoriel, somme sur les cartes enracinées. C'est toujours la même somme. Donc là, pour l'instant, on a des séries formelles tout va bien, mais voilà, je pense que c'est bien plus compliqué quand on essaie de passer un point de vue analytique et qu'on a envie de dire que ça, c'est une somme émergente, et après, on va dire que ça, c'est un développement asymptotique. Ce n'est pas un développement formel, c'est un développement asymptotique. C'est là que les choses se compliquent. Donc, si vous serez d'accord avec moi. Voilà. Alors, maintenant, je vais quand même, comme je dis que je veux m'inspirer de ce qui a été fait. Alors, dans la littérature, les gens ne se posent pas trop de questions. On écrit ça. Alors, en fait, après l'espérance, on voit qu'on a l'exponentielle, mais on est avec la densité de ciel, et donc ça fait ceci, ça fait l'exponentielle moins n trace de quelque chose qu'on appelle le potentiel. On intègre sur l'état des matrices initiales, puis voilà, on fait exponentielle, donc ça fait ça. Et puis après, on se dit, bon, ok, super, on a fait une identité qui est vraie. Et puis on se dit, bon, on a étudié ce qui est à droite, et on va le faire en regardant ce qui se passe à gauche, et en essayant de faire des techniques pour étudier cette intégrale. Alors, voilà les méthodes qui ont pu être utilisées dans la littérature. La première de Brezin-Christian par les Hilbert, c'était la méthode cycleuse descente, méthode du col. Il y a la méthode des polynômes orthogonaux. Après, il y a eu la méthode des équations de boucle Schrödinger-Dyson. Je crois qu'il y a aussi des articles sur. Il y a, on oublie peut-être, il y a des travaux sur les développements en caractère, l'identification avec des fonctions taux de hiérarchie intégrable, taux d'AKP. Là-dedans, tout ça, si on se passe du point de vue pour faire de l'énumération de cartes. Donc, si notre but, c'est voilà, on veut compter, on veut trouver le terme dominant là-dedans, on veut trouver F0, donc on veut juste compter les cartes. Et pourtant, il faut très bien tenir un point de vue formel. Hein, si j'ai une belle expression sur F0, je peux vérifier à la main qu'elle converge, donc c'est pas de souci. En fait, les deux premières méthodes, qui sont les deux premières méthodes historiques, sont probablement les plus difficiles à modifier. Je pense que parmi vous avez travaillé sur les sujets qui sont liés. Donc, je pense que là, c'est vraiment une entreprise de l'humanité d'aller justifier que ça fait vrai. En fait, après, maintenant, je pense que si on fait des énumérations de cartes, on va plutôt regarder ces méthodes-là, celle-là en particulier, parce qu'en fait, on peut assez vite oublier le fait qu'il y a des matrices, on va pouvoir les identités qu'on a, on va pouvoir les justifier directement. Donc là, en fait, je vais donner des développements pour l'instant, ça c'est la même chose que les équations de Tutt, que peut-être connaissez déjà à l'époque. Les développements en caractère, et ben en fait, c'est le point de vue des cartes combinatoires, on essaie de compter des factorisations dans le groupe de symétrie, et donc il y a les formules de Frobenius qui permettent de passer à des caractères, et quand on fait une chose sur les caractères, après on peut reconnaître des formules pour les fonctions taux, qui sont les mêmes données en fonction de caractères du groupe symétrique. Là, il y a un point de vue combinatoire dans ces trois dernières approches, donc on a juste à faire ressortir, et puis c'est oublier le fait que la matrice aléatoire. Et je vais quand même dire des intuitions, parce que moi j'aime bien garder quand même des intuitions, etc. Alors, je vais dire un truc sur la méthode, à partir de la méthode les deux premières méthodes sont vraiment difficiles à justifier. Bon, bah, la façon standard dont on commence, c'est qu'on dit, OK, là, dans cette intégrale, il y a une grande invariance, il y a une invariance booléenne, vous avez les fonctions hermitiennes, et vous pouvez les diagonaliser dans une base orthogonale, et puis vous faites un champ de variables, etc., pour une taille. Ouais, je trouve bien. Et qu'est-ce que vous trouvez? Vous avez réduit à une intégration sur f puissance n, notamment des valeurs propres qui sont données.
avec cette mesure-là, le carré du Van der Monde. Et puis, la méthode qui peut se descendre, elle essaye de dire que, OK, bon, cette intégrale se concentre autour de quelque chose. Et donc, oui, il y a la concentration on essaie de reprendre le terme pour la thématique, de la mesure empirique des valeurs propres, se concentre autour d'une mesure d'équilibre qu'on a déterminée par un principe variationnel. Je ne vais pas rentrer trop là-dedans, mais je vais donner ce que j'essaie quand je me retiens et qu'on va peut-être revenir, c'est que du coup, dans cette mesure d'équilibre, mesure sur R, mesure d'équilibre, et ben son pm moment doit correspondre à la limite grand N de la trace normalisée de m puissance. Je mets des guillemets, parce que ça, c'est des mesures. Donc, la valeur moyenne, non pas par rapport au GUE, mais par rapport à cette mesure variante, 1 sur m trace de m puissance p, ça doit être le pm moment de la mesure d'équilibre. Enfin, quand on connaît l'écran, ça peut être. Et si je reviens à ce que je disais avant sur les cartes, en fait, si on réfléchit un petit peu, c'est en détail, c'est qu'en fait, c'est simplement la dérivée de l'énergie libre planaire. Enfin, donc, la série génératrice des cartes planaires, je dérive par rapport à GP. Voilà. Pas les détails, donc ça veut dire qu'en fait, j'ai une carte dans laquelle j'ai marqué une phase de degré P, et puis j'ai enraciné, j'ai multiplié par P, comme ça. Donc, voilà, c'est quelque chose qui est bien gentil combinatoire. La série génératrice des cartes. Et donc, le message, quelle est l'intuition qu'on va se retenir, c'est que cette série-là, je vais revenir dessus dans un instant, donc c'est cette série des cartes enracinées sur une phase de degré P, et ben ça doit être des planaires, ça doit être des moments d'une mesure. Un autre mot rapide sur les polynômes, la méthode des polynômes orthogonaux, parce qu'on va voir des polynômes orthogonaux qui arrivent à la fin, mais qui sont différents. Donc l'approche standard, c'est d'introduire des polynômes orthogonaux par rapport à la mesure des polynômes orthogonaux sur la droite réelle, par rapport à la mesure E puissance moins NV de lambda. Et puis alors, toute la méthode des polynômes orthogonaux, l'organisation de Graham-Schmidt, on a une famille de polynômes orthogonaux, ça définit une façon de dire, une famille monique de polynômes orthogonaux de degré n, donc implicitement grand n, et puis il y a une méthode standard qui permet en fait de réécrire la fonction de partition, enfin l'intégrale des matrices, comme un produit des normalisations de ces polynômes, des n premiers pour grand n. Pour l'état grand n, ça va être le produit des normalisations de ces polynômes orthogonaux. Ça dépend de petit n de degré, puis aussi implicitement, parce que la mesure dépend de grand n. Et alors après, qu'est-ce que font les gens? Ils utilisent une meilleure technique pour trouver les asymptotiques de ça, quand petit n et grand n deviennent grands, quand ils sont du même ordre de grandeur, c'est la limite planaire, et puis après, si on est plus fin, on essaie de faire la double limite d'échelle, des choses comme ça. Plein d'inventivité, l'équation discrète de récurrence sont satisfaites par les coefficients, la vulnérabilité, les problèmes de rythme. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça? Pas grand-chose, mais donc, moi je dis, je vais vous parler à la fin de cette exposé, si j'ai le temps, de polynômes orthogonaux, non pas par rapport à cette mesure-là, mais en fait par rapport à la mesure précédente, la mesure d'équilibre. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est encore un mystère. Pourquoi ça serait intéressant de prendre les polynômes orthogonaux par rapport à la mesure d'équilibre. C'est ça dont je vais vous parler à la fin. Il y a des questions à ce niveau-là. Vous en êtes content. C'est des bons jusqu'à présent. Pas trop. Là, voilà, je vais vous dire quelques mots sur cette petite découverte que j'ai faite récemment dans Bug. Cette hypothèse de Watt-Coupure coupure et l'équation de Platt. Alors, l'équation de Platt, c'est en fait l'équation de boucle Schmidt-Horizon, c'est encore une autre approche que je connais bien. Donc, je reprends cette série, je vais la noter, je vais donner un nom, NP, voilà, c'est la série des cartes avec une phase de degré P. Soit dit en passant, d'une façon que j'aime bien représenter, c'est quoi? C'est de compter une carte, c'est des cartes, je vais faire j'aime bien faire des petits symboles. Il y a une phase de degré P, puis comme je vous avais dit que pour dessiner une carte dans le plan, il s'agit de choisir une face à l'infini, une face non bornée. Donc, du coup, il y a un candidat tout trouvé, la face qui est marquée, on la met comme face externe. Et donc, une carte qui est comptée dans ma série MP, ben voilà, ici, j'ai une face externe de degré P, et à l'intérieur, j'ai des arrêts, je fais des choses. C'est un disque, voilà. C'est une carte qui remplit un disque. Et le bord, il a la longueur P.
Petit point de détail, je dis que ce n'est pas forcément un chemin simple. En fait, la carte, elle peut avoir des recollements. Alors, pour que ça se passe bien, enfin, bon, c'est essentiellement la même chose qu'avant. Je vais peut-être changer un petit peu les notations. Je mets toujours ce poids GK par face de degré K. Et puis, je vais mettre, c'est auxiliaire, ce n'est pas vraiment nécessaire, parce que c'est déjà compris dans les GK, mais pour qu'on me voit bien, je vais mettre un poids auxiliaire qui par arrête. Et ce qu'on peut trouver, l'équation de Tosh, c'est, on peut la trouver avec les matrices, hein, avec la représentation matricielle. C'est une équation satisfaite par MP, hein, qui prend la forme suivante. MP, c'est, ici, c'est une équation qui est vraie pour P, qui est plus grand que 1. Donc, vous avez une carte avec, alors il y a une condition initiale, une sorte de condition initiale, c'est que, par convention, on va mettre L0 égale 1. C'est-à-dire qu'il y a un monde là où il y a une carte qui a une phase de degré 0, c'est assez naturel, c'est un sommet tout seul, il y a une face externe qui compte avec degré 0, il y a 0 arête. Il y a M0 égale 1. Mais toutes les autres cartes, où MP est plus grand que 1, ben, il y a au moins une arête, et il y a une arête distinguée qui est en fait l'arête racine, enfin, une convention un peu différente. On marque dans une carte enracinée, on marque un point. Donc si on marque un point de façon équivalente, on peut marquer l'arête qui se trouve juste à droite du point. Et donc, il y en a au moins une, et on peut regarder ce qui se passe quand on l'enlève. L'idée de l'équation de Todd, c'est de regarder ce qui se passe quand on enlève une telle arête. Et là, il y a deux situations possibles. Alors ici, on prend des cartes qui sont c'est des cartes qui sont connexes. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Et bien, quand vous enlevez cette arête racine, et bien, soit vous déconnectez la carte en deux, soit vous ne la déconnectez pas. Donc là, c'est un schéma. Là, vous voyez, une carte avec une barrette marquée, je la déconnecte, puis une de blob. Imaginez que dans le rouge, il y a un reste de carte qui pique. Et puis là, soit vous la déconnectez pas. Et dans ces deux événements, qu'est-ce qui peut se passer? Alors déjà, vous avez enlevé une arête, donc vous ne déconnectez plus. Et puis quand vous avez déconnecté, ici, si vous déconnectez, vous regardez les degrés externes de ces deux faces, de ces deux cartes que vous avez obtenues. J'appelle celle-là I et celle-là J. Vous voyez que dans votre carte de départ, elle devait avoir un degré total qui était I plus J plus 2, c'est par là qu'elle a un I, ça compte deux fois le degré de la carte de départ. Donc ça, c'est ça. Le deuxième événement, c'est vous avez déconnecté. Vous n'avez pas déconnecté, donc ça veut dire qu'ici, vous avez une face qui était une face interne, donc c'est une face qui vient avec un poids, qui appelle K le degré de cette face, le poids de cette face que vous avez déconnecté, puis vous regardez comment le périmètre de la carte, le degré externe a évolué. Vous vous rendez compte que vous aviez à l'extérieur, vous aviez P, et puis vous l'avez augmenté en général, parce que vous avez fait apparaître de nouveaux sommets. Voilà. Et puis si vous regardez comment ça a varié, ça fait P plus K moins 2. Donc ça, c'est l'équation planaire de Todd. Vous l'avez déjà rencontré dans votre vie. Ça se vérifie, et puis donc là, avec la représentation matricielle. Et puis cette approche-là, elle se généralise, là je vous dis juste un mot. En genre plus élevé, on peut aussi créer des équations similaires pour les cartes de genre plus élevés, qui vont être déterminées en fonction des cartes une récurrence sur la caractéristique de l'air, des descendantes, et ça va créer des histoires de récurrence écologique, et tout ça. Je vais les résoudre. Mais voilà. Mais moi, je reste dans le monde planaire, je regarde juste cette équation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équation? C'est qu'après, bon, ce qu'on fait, c'est qu'après, on va arranger tous ces MP, on a 18 MP, donc c'est assez naturel, c'est de les mettre ensemble dans une nouvelle série génératrice avec une variable en plus. Je vais l'image l'appelle résolvante, parce que bon, c'est la résolvante, c'est mon intuition qui vient des modèles matrices, et la résolvante, bon. Et donc, c'est une série génératrice, ici, juste un petit choix un peu inhabituel, c'est que je mets par rapport à la combinatoire, je mets 1 sur z puissance t. Et en gros, c'est un petit exercice que vous pouvez faire aussi. Si vous prenez l'équation précédente, vous mettez z puissance p, donc ça fait, ben ça va faire un terme quadratique en ma série m de z. Ça va être un terme linéaire, là aussi un terme linéaire. Qu'est-ce que vous allez trouver? Vous allez trouver une équation quadratique pour m de z moins v' de z, après c'est la dérivée du potentiel qu'on avait avant, plus un p de z, un terme constant. Alors c'est super, on dit c'est quadratique, je le résout avec mes radicaux. Le petit souci là-dedans, bien connu, c'est qu'en fait P2Z, en fait, il fait intervenir aussi des termes inconnus. Donc P n'est pas déterminé a priori. C'est un peu une limitation intrinsèque. Et ce que font les gens en général, c'est de faire l'hypothèse de équilibre, c'est de dire, OK, je résous quand même cette équation en prenant une équation quadratique, je résous en prenant des radicaux les discriminants, en prenant le ça. Et il y a toujours cette idée qui vient de l'intuition physique, qui dit que le discriminant de cette équation quadratique doit essentiellement avoir quasiment que des racines doubles.
il a juste 2 racines simples et tout le reste est double. Et donc, ça veut dire que quand vous allez faire la racine carrée du déterminant, pardon, vous allez garder juste une paire de 0,5, et puis le reste va venir dans un tréfacteur qui est moralement polynomial. Donc, c'est juste la solution de cette équation quadratique. Et là, vous êtes bien, parce que vous avez cette expression-là. Et en fait, maintenant, vous pouvez tout déterminer, M2N et tout ça, parce que peut-être je pourrais, je n'ai pas le temps de faire le calcul en détail, et je pourrais, à partir de ça, je peux vous retrouver la formule de Tott. Si vous avez envie qu'on fasse une séance d'exercice, on peut s'arrêter là, puis essayer de faire la formule de Tott à partir de là. Vous êtes très en plus. Ou alors, je vais continuer. Alors, qu'est-ce que je dois dire? Je dis cette formule-là. Alors, ici, les primes de Z, c'est quelque chose de connu. Hein. Moralement, c'est un polynôme. On va supposer que simplifié, on peut supposer que les GK, ils sont nuls à partir d'un certain rang. Il n'y a que des faces jusqu'à un certain rang. Ici, on a un polynôme. Et vous avez cette série M de Z. Mais qui était en fait la somme des MP de Z puissance P plus 1. Vous voyez qu'il y a une série qui ne contient que des termes négatifs. Et donc, c'est 1 sur Z plus mais là, vous avez un polynôme. Donc, en fait, le polynôme. Alors, si vous supposez d'abord connu les gamma plus et gamma moins, et ben, en fait, N de Z, il est complètement déterminé par le fait que vous devez choisir les coefficients de N de Z pour retrancher les termes de puissance positive de N. Si là-dedans, V' de Z, il ne contient que des puissances positives de Z, hein, c'était comme ça, et ben, N de Z, vous pouvez choisir pour enlever exactement les termes positifs. Donc, N de Z, il est fixé. Donc, après, on repasse, une fois qu'on a trouvé N de Z, on écrit un peu différemment, on va écrire N de Z sur racine de quelque chose comme ça. Je passe la racine de l'autre côté. Enfin, peut-être je ne vais pas rentrer en grand détail. En gros, quand on a pas mal de conditions dans cette équation. On a d'abord la condition que dans N de Z, alors je vais l'écrire comme ça. Je vais regarder ici, c'est ma notation pour dire j'extrais le coefficient de Z puissance K dans N de Z. Okay. En fait, il doit être 0 par la définition, il doit être déjà 0 si K est nul. D'abord, si K est strictement positif, le fait que cette série ne contient pas de terme puissance positive, ça va vous fixe, ça fixe N de Z des contenus. Des bornes de matrice bien plus. Ensuite, ça doit être aussi 0 si K égale 0. Et dernier truc, on voit que ça fait 1 si K égale moins 1. Et là, vous avez 2 équations de plus qui vont fixer plus et moins. Alors, un petit détail, c'est qu'en fait, ça va être une condition linéaire. C'est facile de voir qu'il y a une seule solution. Là, par contre, c'est des conditions non linéaires. On va un petit peu travailler avec, mais en fait, on se rend compte qu'elles ont des solutions qui sont bien définies comme série. Donc, en gros, mais simplement, le message à retenir, c'est qu'à partir de cette formule-là, qui est en fait l'hypothèse d'une coupure, en un sens, qui me dit, voilà, pourquoi l'hypothèse d'une coupure? Voilà, c'est vraiment M de Z, repensons à l'IM. C'est la série génératrice des moments. Okay. Et on est en train de dire, quand on fait cette hypothèse-là, on est en train de dire qu'on est en train de prendre les moments d'une mesure qui a un support connexe, et dont le support est un intervalle. Il y a un moment des Et en fait, on dit même, enfin, quand on a des polynômes, on dit même plus que ça, je vais dans l'instant, on est en train de dire qu'on connaît exactement cette densité. La densité de la mesure, c'est donnée par la discontinuité de la résolution. Oui. Justement, ce moyen catégorie, ça a été basé sur une intuition physique. Est-ce que tu peux en dire En fait, c'est. Alors, l'intuition physique, c'est que tu es parti du GUE. Pour le GUE, tu sais qu'il y a une coupure, et puis tu la déformes. Tu es en train de déformer parce que. Ah, d'accord. C'est l'idée que tu es au voisinage. Tu es au voisinage de ça, et que voilà, et que si tu. L'argument qui est un peu avec les mains, c'est si tu imaginais que tu sautais sur un truc, un régime à plusieurs coupures, ça ne pourrait pas être une série formelle. C'est ça la logique. Ah, okay. C'est le truc. Alors voilà. Comment on peut justifier cette hypothèse? Alors, il y a la justification que les physiciens, etc. Et puis après, il y a des gens qui ont travaillé pour essayer de justifier. Alors, je ne sais pas, j'en oublie peut-être, et peut-être en fait tout ça, c'est quelqu'un dira c'est complètement trivial, et tout ça.
Voilà. Mais en fait, moi, je me suis pas mal gratté la tête pour essayer de comprendre ce que c'était. Alors, en combinatoire, les gens, en fait, les équations de Tuck, on les connaît aussi en combinatoire. En fait, vous pouvez arriver à cette forme-là et ils font exactement la même chose. Ils montrent que la racine carrée du discriminant, ils sont arrivés à une équation comme ça, ils montrent que la racine carrée du discriminant n'a que des racines doubles par des hypothèses, justement, ça doit être une série formelle. C'est ce que les gens, alors, j'ai jamais compris le lemme de Brown, que les gens disaient que c'était le lemme de Brown. Ça a été utilisé dans le premier papier de Bender-Sandfield en 1994, qui résout le problème de comptage des cartes en fonction des degrés des faces. Ensuite, il y a eu un papier de 2006 de Mireille Bousquet-Melou et Jeanne, justement, qui essaie de donner une méthode systématique pour résoudre ces équations, on appelle des équations à variables catalytiques. Et dans le papier, elle fait remarquer que le lemme de Brown, la preuve était fausse. Enfin, eux, ils sont en premier, mais les auteurs disent que en fait, il y a une faute dans le problème de Brown, ils le corrigent au passage, et puis ils font toute une théorie qui montre que oui, il n'y a pas de souci. Si vous prenez le livre de Bertrand Hénard sur le comptage de surface, il essaie de donner une justification du lemme de Brown par une analyse complexe, il c'est une coupure. Moi-même, quand j'avais travaillé avec Gaëtan, Gros et Emmanuel, on avait donné une autre preuve en utilisant la combinatoire, etc. Bon, à la fin, moi j'appelle ça, c'est plus une hypothèse, c'est un lemme. Donc, ça a été vraiment pour moi les points les plus difficiles à comprendre. Et en fait, j'étais très heureux de redécouvrir un argument qui est de Timothy Budd sur la factorisation des noms propres. Alors, Timothy Budd, il ne publie pas toujours ses résultats. En fait, les noms propres, vous ne le trouvez pas dans ses papiers, vous le trouvez dans ses notes de cours d'un cours qu'il avait fait à Lyon en 2017. Il était présent et à l'époque, je crois qu'il n'en était pas rendu compte. Un argument d'origine analytique. Mais en fait, j'ai récemment compris que c'était en fait un argument qui pouvait être formel, que la factorisation de Liederkopf, une version formelle de ça, au nom de Gaston. Peut-être un jour, je vais l'écrire dans l'appendice, ça. Et le résultat, je pense qu'à la fin, c'est vraiment la preuve la plus simple de l'hypothèse du futur. Et en fait, c'est l'idée d'introduire une sorte de série G de UZ, et vous voyez que c'est une série qui a c'est une série, alors, U, c'est le point par arrêt, c'est une sorte de variable auxiliaire dont je me sers. Je pourrais la mettre à 1 à la fin si je veux être analytique, mais c'est pas grave. Mais simplement, c'est une série qui a un coefficient constant 1, et puis après, il y a que des formes en U. C'est une série en U, le coefficient constant en U, ça fait 1, et tous les autres coefficients, c'est des séries de Laurent en Z, avec des puissances positives et négatives. Et bien, la factorisation de Liederkopf vous dit qu'en fait, vous pouvez factoriser une telle série en une partie, c'est unique de l'hypothèse, une partie qui contient que des puissances positives de Z et une partie qui contient que des puissances négatives de Z. Alors, pourquoi on peut avoir l'idée d'introduire ça? En fait, le Budd, dont je ne parle pas, c'est motivé par l'approche par épluchage des cartes planaires, qui est en fait une reformulation des équations de Tuck. Et en fait, c'est un opérateur qui est assez naturel quand on regarde l'exécution du planaire. Et la remarque un peu miraculeuse, c'est qu'en fait, l'équation de Tuck, elle vous dit que ce n'est pas G de U de Z, mais son carré. Vous élevez G au carré, vous voyez que le FP apparaît de façon. Excusez-moi, il y a une faute de. J'ai repris une idée de truc, c'est pas FP, c'est MP, c'est ma série des. Donc, c'est quelque chose dans lequel M apparaît essentiellement de façon linéaire. Quand vous l'élevez au carré, vous allez trouver quelque chose de quadratique. Ben, l'équation de Tuck que j'ai écrite avant, elle vous dit simplement que le carré de cette série ne contient pas de puissance de Z de degré tout type de 2. Et donc ça vous dit que le carré de G moins de Z, et puis c'est un polynôme de 2 avec un coefficient constant égal à 1. Et donc ça vous dit que G machin de Z, c'est 1. C'est exactement ce qu'il vous faut pour justifier le multiplier. Voilà, donc, je ne sais pas si ça en dire trop plus, mais voilà. Donc, j'étais content de voir cette justification. Excuse-moi, j'ai une question. C'est parce que, bon, là, c'est parce que tes coefficients, c'est formel, les GK. Mais si tu prends un vrai V avec un puits de potentiel, avec deux puits de potentiel suffisamment bas, la mesure limite, elle ne va pas être connexe. Je ne suis pas en train de parler du modèle de matrice, je suis en train de parler de cartes. Donc, qu'est-ce que tu peux te poser? Et l'approche de Buck et analytique, c'est quoi? Je me donne des GK, je me donne des poids, un potentiel, voilà, j'appelle ça un potentiel. Et bien, je regarde dans quel cadre la série génératrice des cartes planaires, dans lequel je mets un poids GK, enfin, c'est un de cartes, converge ou non. C'est ce que Budd appelle les suites admissibles. Et il se sert de ça pour calculer et caractériser en fait, les suites admissibles. Donc le travail de Budd en fait parlait de ça parce qu'il donnait un critère dans quel cas une suite est admissible. Je pense que si tu prends un truc à deux écritures, il y a des chances que ton potentiel ne soit pas
Les régimes à plusieurs coupures, tu ne vas pas les trouver pour des chutes domiciliaires. La vérité pour les- Attends, c'est juste un truc, un polynôme de degré 4, ça va déjà. Oui, mais tu peux, attends, si tu fais si tu prends un polynôme de degré 4, Tu peux trouver c'est comme ça. oui, mais si tu fais pas attention, tu n'auras pas de. Ah, Bah, si les puits sont suffisamment profonds, ta mesure limite, elle va avoir deux composantes. Enfin, tu vas pas avoir unicité du point de sel parce que et le minimum global, c'est pas, il y a plein de minimums locaux qui sont pas des minimums globaux parce que tu peux mettre autant de. Tu peux mettre à gauche et à droite autant de masse que tu veux. peut-être on pourra discuter ça. Ouais, Il est mais- possible qu'on ne parle pas de la même chose, en fait. Oui, Ça, sans c'est le doute, problème. sans doute. Voilà, Sans le doute, problème c'est du pour truc, ça c'est que je voulais que comprendre. chacun avec son point de vue. Moi, j'ai celui des cartes, celui des matrices, etc. Et en fait, Oui, oui, oui. on ne parle pas toujours de Non, la non, même chose. probablement. C'est ça que Là, tu dois trouver une solution qui n'est pas forcément la solution physique de la mesure. Voilà, c'est peut-être qu'on a cherché une autre solution. C'est un truc comme ça. Peut-être. On ne parle pas de la même solution. On parle peut-être pas de la même chose. C'est pas le minimum, c'est pas le process. Charmaine, combien j'ai? 10-15 minutes. 10-15 minutes. Alors, en 10-15 minutes, on va arriver à la partie finale. Alors, peut-être on reste dans le petit d'un mini-cours et je raconte des choses dans le but, peut-être, je sais pas. Alors, je ne sais pas si je dois vous dire. L'abjection, il y a des gens qui ne la connaissent pas aussi. Est-ce que vous avez envie d'entendre parler? Je ne la connais pas. Alors, tu veux que je la rappelle? Bon, bah, rien ne sait pas. Je ne connais pas l'abjection. C'est très bien. Ça me donne l'occasion de le faire. Donc en fait, c'est une approche objective pour. Bon, vous noterez comme avec tout dans ce truc-là, j'ai parlé de plein de sujets, mais je ne vous ai pas donné la preuve des formules de Tuff pour l'énumération. Je ne pense pas que je le ferai non plus. Vous pouvez le faire, peut-être avec ce que j'ai donné. J'essaie de donner plein de méthodes qui permettent de le faire. Et donc là, maintenant, la méthode qui permet de le faire est la suivante. On essaie de regarder les cartes, on se place avec des cartes planaires qui sont biparties, donc avec que des cartes de degrés pairs. On fait ça pour la simplicité, c'est juste simplicité technique, ça marche aussi avec des cartes de degrés pairs, mais qui sont plus compliquées. Et on essaie de vouloir compter les cartes, se servir de ça pour compter les cartes enracinées. Alors en fait, c'est plus technique. La suite astuce technique, c'est que c'est sympa de faire des cartes qu'on appelle pointées enracinées, c'est-à-dire qu'on a. Alors, enraciné, ça veut dire soit un point marqué. Ici, là, c'est la convention plutôt qu'on marque une arête et qu'on l'oriente. Ça veut dire qu'ici, par exemple, les points racines, ça serait lui. Il y a ça, et puis il y a quelque chose qu'on ne voit pas très bien sur l'image, c'est qu'il y a aussi un sommet marqué que j'appelle l'origine. Donc, il y a celui du haut, vous voyez, il est un petit peu plus gras que les autres. Et il y a un sommet marqué qui, voilà, on va dire, c'est encore un cas là-dedans, c'est une carte avec un point marqué plus un sommet marqué. Ça simplifie les choses pour l'énumération. En fait, c'est pour revenir au résultat fini, au résultat de TOT. Là, vous voyez que vous avez ça sur là, c'est juste enraciné, mais N plus 2 dans le cadre d'angulation, c'est le nombre de sommets. Donc en fait, si vous remultipliez, remarquez un sommet, ben, ça enlève ça. Et du coup, le nombre de quadrangulations planaires pointées enracinées, c'est 2 fois 3 puissance n fois 4 à l'heure. En fait, le but, c'est d'expliquer ça. Et il en va de même dans la formule d'après. Il s'agirait de montrer que c'est des arbres. Les nombres de Catalans, c'est comme des arbres. Et là, il y a aussi, c'est des arbres dans lesquels on prescrit les degrés des sommets, on enlève un facteur et puis tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a une origine, ça vous donne un point de référence à qui je mets l'étiquette 0. Je mets un 0 tout en haut. Et puis ensuite, je vais étiqueter chaque sommet, je vais mettre un entier dessus qui est sa distance. La distance, ce sont de la distance de graphe à cette origine. Donc, les voisins, ils retrouvent l'étiquette 1. Les seconds voisins, ils ont l'étiquette 2. Et là, on peut arriver jusqu'à 3. Okay. Et donc, comme la carte est bipartie, ça simplifie un peu les choses parce que, en fait, a priori, par l'inégalité triangulaire, deux voisins, ils ont forcément une étiquette de faire 2 plus 1. En fait, c'est exactement 2, 1 parce que la carte est bipartie. C'est ça qui simplifie. Et puis, on appelle une règle locale. Et qu'on va faire un peu quelque chose, on rajoute un sommet dual, on rajoute un sommet milieu de la face, et puis on tourne autour de la face. Mais comme on sait qu'il y a des étiquettes entières qui varient de plus ou moins 1 autour de la face, de temps en temps, quand on tourne, il y a l'orientation. Des fois, on augmente de 1 et des fois, on descend de 1. Et donc là, par exemple, on a un 4 qui est suivi de 3, donc on est en séance directe. Et donc, on va mettre une arête entre le 4 et le 5. Mais le 3 il est suivi d'un 4, donc je ne fais rien. Le 4 est suivi d'un 5, je ne fais rien. Et là, j'ai 5, je redescends à 4, donc je mets l'arête. 4, je redescends à 3, je mets l'arête. Et j'efface tout ce qui se passait dans la carte de départ. Alors, on remarque sur cette construction, là,
une phase de degré K dans votre carte de départ, ben, du coup, il va vous donner, comme une fois sur deux, vous descendez, il va vous donner un sommet qui n'a pas d'étiquette et qui a un degré. Et quand on tourne autour de. Une petite contrainte il faut voir que cette règle-là, c'est une généralisation de la règle qu'avait donnée Schaeffer dans sa thèse. Il faut retrouver l'objection de la théorie des pleins. Dans les cas de rangulation, c'est encore plus, c'est plus simple. En fait, les faces sont toutes déparées. Et puis, la règle, si j'appelle n la plus petite étiquette de la face, et les voisins, ils ont forcément n plus 1. Et celui qui est à l'opposé, il y a deux choix possibles, ça peut être n lui-même, ou alors c'est n plus 2. Puis là, ce qu'on voit, c'est que les sommets de degré 2, en fait, ils ne donnent pas d'informations. Dans les cas de rangulation, il n'y a que des sommets noirs que j'ai rajoutés, les sommets identités sont pleins de degré 2. Donc ici, on fait quelque chose comme ça, voilà. Et après, on peut les effacer. Dans les cas de rangulation, vous l'oubliez, c'est juste des arêtes. Donc, on n'a que des sommets étiquetés. Vous voyez que l'arête, c'est maintenant le long d'une arête de l'arbre que je construis. Soit je garde la même étiquette, soit j'ai une étiquette qui varie de. C'est ça la règle de choix. C'est une règle plus, c'est le cas particulier de la rangulation. Donc, si je vous prends mon exemple, j'applique ma règle locale. Je dois le faire partout, y compris dans la trace externe. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai un objet. Alors, remarque. Bon, ma première remarque, c'est que le zéro, mon origine, c'est un sommet qui reste isolé. Mais tout ce qui reste, ça vient dans un seul chose, c'est pas mal. Là, on vérifie certaines règles, on appelle ça la logique. Et cet arbre-là, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on garde l'information sur la distance à l'origine. La distance entre le sommet d'origine et l'extrémité du point racine, c'est un sommet, c'est à une certaine distance, ici, les deux dans mon exemple, et ben, ça vous donne l'étiquette sur la racine de cette règle. Bon, il y a une astuce optionnelle, je vais faire passer. Et c'est une bijection, alors je l'explique peut-être plus, je vous présente tout le théorème dans le cas. Alors, pour une bijection, comme vous apprenez dans l'équipe là, c'est pour dire qu'une application d'une bijection, il faut dire quel est l'ensemble des départs, et il faut aussi dire quel est l'ensemble des arrivées. Je n'ai pas vraiment dit quel est l'ensemble d'arrivée. Il faut bien dire quel est l'ensemble d'arrivée pour dire qu'on a une bijection. Alors ici, je vais essayer de faire dans le cas des cas d'angulation. Quel est l'ensemble d'arrivée? C'est l'ensemble des arbres bien étiquetés. C'est un arbre plan. Un arbre plan. Les sommets portent des étiquettes entières. Alors ici, dans mon exemple, c'est que des étiquettes positives, mais a priori, je pourrais considérer les arbres bien étiquetés avec des étiquettes non nécessairement positives, mais surtout, la règle importante, c'est que sur deux sommets adjacents, il y a toujours une étiquette varie de 1. Voilà. Et le théorème, donc d'abord donné par Thierry Vauquelin, mais la construction que je présente, c'est celle de Schaeffer, ça s'appelle. C'est que les cartes planaires avec n faces sur les moitiés et une arête sont en correspondance avec les arbres bien étiquetés à n arêtes. Et que quand vous spécialisez, alors, je dis un petit point, c'est que je vais peut-être un peu rapide en tout ça. Il y a une petite contrainte, là, il y a clairement un nombre infini d'arbres bien étiquetés. Ici, ce qu'on fait, par exemple, c'est qu'on suppose que l'étiquette racine a 0. Soit on suppose qu'elle a 0, soit elle a une valeur quelconque, mais ce qu'on suppose, c'est qu'il y a au moins un sommet d'étiquette. Donc, il y a ces deux choix possibles. Donc, soit on fait une bijection entre les cas de rangulation dans lesquels la distance entre l'origine et puis les sommets racines et D, c'est soit des arbres qui ont des étiquettes strictement positives, l'étiquette vaut D, où D c'est la distance, et il y a au moins un sommet étiqueté 1, ou alors l'astuce sur laquelle je suis passé rapidement, quand on réétiquette, on va trouver un arbre étiqueté avec des étiquettes positives ou non. L'origine, ça fait 0, ça je ne l'ai pas écrit, puis en fait, c'est le minimum de l'île. Il y a ces deux versions d'objectifs. Et avec ça, en fait, on peut retrouver la formule de Stuff, puisque compter les arbres sans les étiquettes, c'est le nombre de catalans. Et puis ensuite, sur chaque arête, 3 puissance n, puisqu'il y a 3 façons de faire varier les étiquettes. 3 puissance n catalans, ça y est, vous avez votre preuve de la formule de Stuff. Et puis, on se rappelle qu'il y avait marqué un somme en plus, donc c'est pour ça qu'il faut diviser par n plus 2. Et puis voilà, vous ne peut-être pas rentrer dans tous les détails, mais vous avez une idée. Ça 5 minutes pour la dernière partie. Distance dans les cartes planaires, équation de différence intégrale, fraction continue. On va appliquer les considérations précédentes pour parler d'une question qui est intéressante. C'est quelle est la distance typique
entre deux sommets d'une carte choisie au hasard. Je recule ici. Ce que je fais implicitement, c'est que je prends des cas d'angulation. On peut se poser la question dans d'autres contextes. Enfin, on va le faire pour les cas d'angulation, puis après pour les cartes biparties avec contrôle sur les deux années. Donc, soit la version probabiliste, des versions combinatoires. Moi, je suis sur l'énumération. Je regarde quel est le nombre de cartes qui ont une certaine taille, un certain nombre de phases, par exemple, et deux sommets marqués, ou deux points marqués, différents. Et bien, la bijection des DG vous donne un moyen, en fait, la bijection de Schaeffer, d'abord, et puis après, les différentes approches objectives vous donnent un moyen de traiter ça. C'est qu'en fait, bon, vous avez des arbres qui sont électés, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez les couper en deux, tac, tac, je fais un peu vite. Voilà. Donc, hop, qu'est-ce que vous trouvez? Si vous voulez un arbre qui a une racine, alors, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu ici, par exemple, un arbre qui a des étiquettes plus positives, et puis une racine fixée à D, ici c'est 1. Quand vous le fixez, s'il est non vide, vous pouvez enlever, séparer en deux, et vous trouvez un arbre qui garde la même étiquette et un autre arbre qui a une étiquette qui peut être la même étiquette, moins 1 plus. Et donc, par la combinatoire, vous trouvez que vous trouvez cette chose-là. Vous comptez les trois évolutions possibles de la racine, vous avez ça, et ça c'est un arbre non vide, et donc ça vous fait cette équation-là. Vous avez une belle équation. Voilà. Et qu'est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît une équation de 1 V discret 1, version autonome. Donc ça, c'était une remarque qu'on avait fait avec mon thèse avec Didier Francesco et Emmanuel Buter. On était tombé sur cette équation. En fait, elle définit bien une série en G. G, c'est le poids par arête. Elle définit bien une série en G en supposant que cette équation est valable pour tout D positif et avec la condition R0 égale 0. Ça suffit à calculer hors par ordre pour tous les termes. Cette idée marche avec la prédiction plus générale. On va trouver des équations en récurrence un peu plus grosses. Voilà. Et alors, le miracle qui se passe, bon, je ne raconte pas tout, c'est qu'en fait, ces équations elles sont exactement solubles, elles sont intégrales. Et on a deviné, à l'époque, c'était, alors je raconte, mais je n'ai pas le temps de vous raconter ça, on a deviné la solution exacte, tac, voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une telle solution exacte? Il y a des applications. Donc, on avait un résultat qui m'intéresse, c'était trouver la loi de la distance uniforme entre les points. Là, on trouve la n puissance 1 quart, voire avec des histoires de cartes browniennes dont on ne parle pas. Voilà, mais on trouve une convergence en loi de la distance entre deux sommets uniformes d'une perambulation de taille n. Et de ça, on a une formule exacte, c'est un exercice de combinatoire analytique. On trouve une loi limite des données là et on confirme une prédiction en loi taille. Je passe vite là-dessus. En fait, dans ce papier-là, on avait trouvé donc on regardait l'équation plus générale, au-delà des cas d'angulation, avec des phases de degré plus élevées. Donc ici, là, par exemple, ça serait, vous mettez certaines phases de degré 2, certaines phases de degré 4, certaines phases de degré 6, plus vous augmentez le degré, plus vous augmentez le degré de votre équation. Voilà, ça vous fait des récurrences dans votre plus élevé. Et là, il y a un miracle qu'on a observé, blablabla, je passe un peu sur la chose, c'est qu'en fait, il y avait une sorte de solution générale qui avait l'air qu'on avait deviné. C'est Philippe, en l'occurrence, qui avait deviné ça. Il a l'air de faire penser à des fonctions taux, des hiérarchies capées, etc. Et en fait, dans cette là, à l'époque, c'était un étude de physique. Et on a balancé la solution, et en fait, c'est comme ça. Et la phrase we arrive at, on n'a pas dit comment on l'avait trouvé, en fait, je n'avais pas de preuve. Une prédiction. Une prédiction. Et j'ai passé pas mal de temps à essayer de la trouver. On pouvait la réécrire sous une forme, certains déterminants de comme ça. Voilà. J'ai passé pas mal de temps à essayer de. C'était resté de ma thèse comme un os, quoi, et je m'étais demandé pendant longtemps comment prouver cette chose-là. Et bien aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'ai pas une, mais j'ai deux preuves. Il y a une preuve qui remonte à 10 ans, et une preuve de cette année. En deux mots. Donc voilà, ce qu'on avait fait à l'époque en 2003, on avait prendre les cartes, la distance dans les cartes planaires, on utilisait des équations de différence, et puis avec une sorte de devinette, on trouvait des solutions combinatoires de l'équation Internet. Et comment on a prouvé ça? Alors la première preuve a été donnée avec Emmanuel Buter, 2010-2012. C'était une première observation, et on revient en fait à l'intuition c'est lié à l'intuition qu'on avait sur les données des matrices. Après, je n'ai peut-être pas le temps d'expliquer pourquoi cette intuition est naturelle. C'est qu'on prend la série génératrice des moments. Enfin, donc, en fait, c'est mes cartes. Hein. Je les appelle les moments, mais c'est les cartes planaires, enracinées avec une phase de degré 2L. On forme une série génératrice. Donc, si on pense à l'intuition, ça fait des moments d'une mesure. OK, je fais ça. Quand on fait la série génératrice des moments, il est assez naturel de regarder son développement en fraction continue.
les coefficients. Alors ici, c'est le cas, là je vous le fais pour les cartes du parti, donc c'est des génératrices qui contiennent que des termes de paix, et donc vous avez une fraction de Jacobi, je pense, non, Siliès, et puis après il y a une version plus générale avec les fractions de Jacobi. Voilà. Pourquoi, comment justifier ça? C'est par la combinatoire, notre fameuse bijection, puis la théorie de Flageolet sur la théorie combinatoire des fractions continues. Je vais pas plus. Qu'est-ce qu'on apprend à partir de ça? C'est qu'en fait, du coup, il y a un lien entre un problème qu'on connaît bien, le problème de gauche, trouver les cartes avec un comme ça, et puis un problème qu'on connaissait moins bien, c'était trouver la série matrice des cartes avec 2 points marqués à une distance d. Et en fait, vous savez que quand il y a une identité comme ça, la théorie classique des fractions continues, c'est que les coefficients du développement de fractions continues sont donnés par le déterminant de Hankel des moments. Donc, en fait, on avait une formule comme ça. Je vais vous donner un sens combinatoire par les formules du Deno. Et voilà. Donc, ça donnait une preuve. Et puis ensuite, alors, ça, c'était un argument complètement général. Mais ici, dans le cas de la condition physique, c'est le deuxième millième moment de la mesure d'équilibre. Et donc, en fait, ce que ça vous dit, c'est que, alors, à une normalisation près, donc, elle est là, le moment d'ordre 2L, c'est quoi? C'est regarder le moment d'ordre 2L, une mesure qui est donnée par la mesure du demi-cercle, multipliée par un polynôme, bon, ici pair, on utilise. Et puis après, on met ça, on transcrit là, on sait que les moments, on sait que les moments de la loi militaire, c'est du nombre de catalans. On multiplie par un polynôme, ça revient à faire du décalage. On met ça dans les trucs, dans les déterminants mutuels, et hop, on en trouve les autres formules. Ok, donc ça, c'est ce qu'on avait fait, voilà, résumé en ce qu'on a fait il y a 14 ans. 14 ans, c'était de faire un lien avec les fractions continues. D'abord, relier la question des distances par des particulièrement combinatoires, et puis après, pour une méthode de calcul de déterminants, on avait relié ça à une solution combinatoire. Donc là c'était une vraie preuve. Donc, alors, on pouvait s'arrêter là, mais en fait, le point, je ne vais pas le dire, c'est qu'après, en fait, le but c'était de passer de là. Là, on avait des équations différentes, et le but c'était de prouver que c'était des solutions. Donc, on était obligé de refaire tout ce truc-là, c'était un chemin un peu long. On va essayer de dire tout. Voilà, on a une preuve combinatoire, mais bon, le lien entre les équations différentes, la façon dont je l'ai résolu est indirect. Est-ce qu'on peut trouver ça? Et bien oui, avec Sophia, là, qui est présente, on a trouvé un lien avec les polynômes orthogonaux. Ça peut dire pas si c'était possible de faire autre chose, mais voilà. Bon, je n'ai pas le temps de vous faire la théorie classique des polynômes orthogonaux, mais peut-être vous connaissez ça en partie. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc ça, c'est des généralités. On prend une mesure, ça c'est la théorie des polynômes orthogonaux. Vous prenez les moments de mesure sur l'axe réel, vous avez le développement fraction continue. Ah, le petit point à retenir, c'est que dans le développement fraction continue, les coefficients qui apparaissent, ici j'ai des coefficients génériques, c'est pour ça qu'ils s'appellent petit r, c'est ce qu'on appelle les coefficients de récurrence pour les polynômes orthogonaux. C'est la relation de Favart à 3 termes qui dit qu'un polynôme Pn, quand on multiplie par x, il va se développer sur la base des polynômes orthogonaux avec des coefficients. Ici, c'est ce coefficient-là, c'est le coefficient de référence, et celui-là, on met égal à 0 quand on a des mesures. Ok, et alors ça c'était des considérations totalement générales, mais ici, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de regarder une mesure particulière qui est la mesure du demi-cercle déformée par un polynôme. Et quelle est la remarque? Donc, c'est des choses sur la mesure du demi-cercle. Les moments, c'est les moments de catalan. Les polynômes orthogonaux, c'est les polynômes de Chebyshev de seconde espèce. Les coefficients de référence, ils font tous 1. C'est une chose précise. Et là, c'est Sophie en discutant, qui dit ah oui, mais en fait, quand on a ça, en fait, quand on déforme une mesure en multipliant par un polynôme, il y a une formule générale qui en fait, on attribue à Christoffel dans le livre de Sego, le chapitre 2.5, je ne savais pas. En fait, les polynômes orthogonaux pour la mesure déformée s'expriment très simplement en fonction de la mesure de départ. Et donc, on a la formule des polynômes orthogonaux, donnée par un déterminant en fonction des polynômes de Chebyshev. Et par en fait, ça nous donne une nouvelle formule, une nouvelle preuve de notre formule. Alors, c'est bien, mais ce n'est pas encore complètement ce qu'on voudrait, mais c'est OK. Mais quel est le lien avec les équations de différence? Et ben, il y a aussi, on a un travail qu'on n'a pas encore fait, on a aussi une jolie preuve par orthogonalité que les équations de différence, je reformule ici, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer, s'obtiennent par des considérations d'orthogonalité. Donc, on va retrouver les équations de différence pour les coefficients de référence par les équations de Favart. Ça utilise la nature quadratique, on vient en équations de Tuff et des choses comme ça, la nature quadratique de la mesure. Je vais vous apprendre. Voilà. Et donc là, c'est mon dernier transparent. Voici avec le travail de Sophia, on a réussi à faire un lien plus direct entre ça et ça, en passant par la théorie des polynômes orthogonaux.
On a identifié les équations voyant des coefficients de récurrence, s'agissant d'une part des équations de différence, et puis d'autre part, eh ben, ils se déduisent facilement par la théorie de déformation des polynômes. Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous remercie. Merci.